clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Radiolac, les clés de l'immobilier. Jusqu'à midi, on parle immobilier et urbanisme avec vous, Enzo Loboué. Merci Fabien. On retrouve donc notre invité. C'est aujourd'hui Francesco Della Casa, qui est l'architecte cantonal. Alors, il est vrai qu'on parle beaucoup de densification à Genève durant cette période. Il y a en plus une votation au niveau fédéral qui se déroulera le 10 février prochain. On aura l'occasion d'en parler juste avant la fin de l'émission. Et puis, je vais reprendre une phrase que vous avez dite lors d'une interview. C'est que vous dites, aujourd'hui, il faut arrêter de penser isolement. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs propriétés à Genève, qui sont de grandes propriétés, avec de grandes maisons, qui sont loin de tout, proches de rien, et que finalement, aujourd'hui, ces parcelles seraient les bienvenues pour pouvoir densifier. Pourquoi faut-il arrêter de penser isolement ? Alors attention, ces grandes propriétés sont un patrimoine qui devient un collectif et pas seulement privé. Il faut être prudent tout de même. Non, c'est cette manière de penser, de se rêver individualiste et donc ne penser qu'on ne dépend plus des autres. L'iPhone, les réseaux sociaux nous mettent dans une relation à autrui qui est virtuelle. Or, il y a quand même beaucoup d'avantages à être en groupe, solidaire, on peut s'entraider. Et peut-être faut-il redécouvrir ces vertus. Pour l'urbanisme, il en va un peu de même. Après-guerre, on a eu ce modèle américain du pavillon auquel on accédait avec une voiture. Ça stimulait l'économie. Tout le monde habitait dans ce qu'il croyait être son paradis unique, mais forcé de constater que ça se ressemble beaucoup. Et ça, c'est très coûteux en termes de territoire, parce que là, on ne parle pas de densité vraiment. Alors, Genève se trouve maintenant dans une situation où, effectivement, il doit continuer à accueillir de nouveaux habitants, ou loger ses enfants, vous l'avez dit, la croissance naturelle. Pas forcément parce qu'il va y avoir de nouveaux immigrés, mais tout simplement parce que, de façon organique, la population va continuer à croître, en tout cas pour quelques années. Alors, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de Genevois se sont exilés. Il y a une quantité, il y a plusieurs dizaines de milliers de Genevois qui habitent hors des frontières du canton. Un travailleur genevois sur 3 n'habite pas dans Genève. Ouais. Et donc, il y a 100 000 traversées de la frontière cantonale par jour. Et on voit bien que ça n'est plus soutenable, parce qu'on sature, on bouge. Ça crée des nuisances. Et donc, il faut commencer à repenser, comment est-ce qu'on se retrouve et on se reconcentre sur Genève. Alors finalement, le point difficile de cette pensée, c'est que les personnes qui participent à ce développement choisissent aujourd'hui comment les gens vont vivre durant les prochaines décennies. Ah non, on a quand même évolué. L'urbaniste qui dresse des plans tout seul dans son bureau en disant « voilà, je vais faire le bonheur de l'humanité », ça devient de plus en plus rare, fort heureusement. Non, maintenant, on doit discuter, on doit partager aussi le savoir de ceux qui sont déjà résidents sur les lieux. C'est les meilleurs connaisseurs de leur environnement. Ils nourrissent quand même les réflexions sur les modes d'habiter de manière dense. C'est le seul moyen, sinon tous ces habitants seront autant d'opposants. Donc nous avons à Genève déjà depuis quelques années modifié assez profondément ces pratiques. Et puis, on se trouve dans une situation particulière. Il y a plus de fortification qui donne les limites, mais la loi sur l'aménagement du territoire et la volonté d'ailleurs des Genevois depuis 1917 de préserver au maximum la zone non bâtie, la zone agricole, la zone naturelle, crée cette nouvelle frontière. On ne va pas faire croître Genève par extension. Pratiquement, c'est terminé. Et donc, on doit faire comme... On va densifier là où c'est déjà bâti. Voilà, comme au Moyen-Âge. On a de nouvelles fortifications virtuelles. C'est celles qui disent on va préserver la zone non bâtie. Et donc là, on n'a pas tellement de solutions. Soit on construit en hauteur, donc on surélève, soit on fait de nouvelles constructions plus hautes. On pourra en parler juste avant la fin de l'émission également. Quelles sont les constructions hautes ou les nouvelles qui vont venir. Soit on densifie un tout petit peu là où il y a trop de terrain à bâtir.
Alors, il y a beaucoup de possibilités dans la densification. Et ça stimule effectivement l'imagination. Il n'y a pas une recette miracle. Ça souvent l'erreur. On se dit, bon tiens, on va mettre des tours partout. Non, c'est inadéquat. Des tours de logement peuvent être tout à fait justifiées, mais à des endroits extrêmement précis. On en construit une en ce moment à côté de la halte Seva, parce que c'est le Seva qui est quand même la révolution du début du XXIe siècle. C'est les différents axes de trafic qui vont définir des points importants pour le logement. On peut construire des tours sans construire des parkings monstrueux pour ceux qui y habitent. Alors, cette tour dont vous voulez parler, elle est un peu spéciale. Hein. Elle me fait penser un peu à ces tours à Milan, hein, qui ont été végétalisées. Il y a des arbres, etc. Là aussi, c'est végétalisé ? Alors oui, mais je suis très sceptique sur les tours, les forêts verticales, comme on les appelle, pour une simple raison. C'est pour chaque mètre cube de terre destiné à laisser vivre cet arbre, il faut un mètre cube de béton armé. Et quand vous multipliez les mètres cubes, vous devez épaissir les fondations. Donc on dépense tellement de béton pour avoir sur l'image quelques arbres que ça me paraît pas extrêmement rationnel. Mais la tour... Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, la tour Opale de Chênebourg, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est low-tech. C'est qu'elle cherche à être extrêmement économe en dépenses énergétiques avec des vieilles recettes. Une vieille recette, c'est le jardin d'hiver. Le jardin d'hiver fait tout le pourtour de la tour, entre 2 et 3 mètres de largeur. Ce qui permet d'abord à l'habitant de régler lui-même son confort climatique, la vue, l'air, la chaleur. Et c'est pas un logiciel qui le fait à sa place, avec les stores qui descendent automatiquement quand on veut pas. Mais il peut régler, et il dispose en plus d'un espace extérieur qu'il peut aménager. Et là, évidemment, il va mettre des plantes dans des pots, ou pas. Il peut mettre 1000 choses, on a déjà vu, parce que c'est pas la première fois que cet architecte construit une tour de ce genre. Il y a des gens qui mettent leur atelier, leur vélo, certains mettent un deuxième salon. Et vous m'avez dit qu'on peut réguler la température de l'appartement avec ce système naturel ? C'est un très vieux système, c'est l'effet de serre, on le connaît par ailleurs. Alors l'effet de serre, il permet d'utiliser passivement la chaleur du soleil, les rayons infrarouges, et permet d'amener un apport naturel qui coûte 0 francs. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je voulais tout de même dire un petit mot sur la votation du 10 février prochain, votation fédérale, avec les jeunes verts qui disent arrêtons le mitage de notre je vais m'en sortir, du territoire, exactement, le mitage du territoire, avec notamment les zones agricoles. Il faudrait, à chaque fois qu'on construit sur une zone agricole, rendre le pareil avec une zone à bâtir. Vous avez fait le tour de Suisse, vous connaissez l'architecture dans toutes les grandes villes et aux alentours. Quelle est votre pensée par rapport au mitage des zones agricoles ? Alors Genève, c'est vraiment le meilleur élève. C'est pas le bon élève, mais c'est le meilleur élève. Précisément parce qu'il y a pensé déjà depuis très longtemps. Ça fait plus d'un siècle qu'on se préoccupait de ces questions. Et donc c'est très favorable parce qu'on est dans une continuité. Quand certains cantons très agricoles ont créé des zones villas un peu partout sur le plateau, et il n'y a aucun canton particulier à stigmatiser, et ça a été vraiment une transformation générale. Les paysans qui voyaient qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent vendaient leurs terres. Les faire muter et les transformer, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas dans l'ADN d'une zone villa une capacité de croître et de se densifier par nature. Et donc, c'est une tâche très, très compliquée. Merci Francesco Della Casa d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions et puis surtout nous avoir informés sur le fait que la densification ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez repartir avec un petit cadeau du partenaire de l'émission M3. Je vous offre un Monopoly. Voilà, comme ça vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir rester. Voilà, je vous le donne dans l'immobilier et puis construire vos bâtiments et vos hôtels. Dès que vous serez riche, vous m'appelez. Ça risque pas d'arriver. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre sujet important pour Genève, non pas de la traversée de la Rade, mais de l'aménagement de la Rade. Certains la trouvent plutôt moche. Qu'en est-il ?
ça va peut-être changer dans quelques années, ou pas du tout. Nous le verrons avec notre prochaine invité dans les clés de l'immobilier. Merci Fabien. Dans un instant, je crois que c'est... on va parler gastronomie. Voilà, et puis l'info, le journal de midi. Bien, c'est l'heure. Merci Enzo Loboué. On vous retrouve donc jeudi prochain dès 11h30. Merci. C'était Les Clés de l'Immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Les Clés de l'Immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Radio Lac, les clés de l'immobilier. Jusqu'à midi, on parle immobilier et urbanisme avec vous, Enzo Loboué. Merci Fabien. On retrouve donc notre invité. C'est aujourd'hui Francesco Della Casa, qui est l'architecte cantonal. Alors, il est vrai qu'on parle beaucoup de densification à Genève durant cette période. Il y a en plus une votation au niveau fédéral qui se déroulera le 10 février prochain. On aura l'occasion d'en parler juste avant la fin de l'émission. Et puis, je vais reprendre une phrase que vous avez dite lors d'une interview. C'est que vous dites, aujourd'hui, il faut arrêter de penser isolement. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs propriétés à Genève qui sont de grandes propriétés avec de grandes maisons qui sont loin de tout, proches de rien, et que finalement aujourd'hui ces parcelles seraient les bienvenues pour pouvoir densifier. Pourquoi faut-il arrêter de penser isolement ? Alors attention, ces grandes propriétés sont un patrimoine qui devient un collectif et pas seulement privé. Il faut être prudent tout de même. Non, c'est cette manière de penser, de se rêver individualiste et donc ne penser qu'on ne dépend plus des autres. L'iPhone, les réseaux sociaux nous mettent dans une relation à autrui qui est virtuelle. Or, il y a quand même beaucoup d'avantages à être en groupe, solidaire, on peut s'entraider. Et peut-être faut-il redécouvrir ses vertus. Pour l'urbanisme, il en va un peu de même. Après-guerre, on a eu ce modèle américain du pavillon auquel on accédait avec une voiture. Ça stimulait l'économie. Tout le monde habitait dans ce qu'il croyait être son paradis unique, mais forcé de constater que ça se ressemble beaucoup. Et ça, c'est très coûteux en termes de territoire, parce que là, on ne parle pas de densité vraiment. Alors, Genève se trouve maintenant dans une situation où, effectivement, elle doit continuer à accueillir de nouveaux habitants, ou loger ses enfants, vous l'avez dit, la croissance naturelle. Pas forcément parce qu'il va y avoir de nouveaux immigrés, mais tout simplement parce que, de façon organique, la population va continuer à croître, en tout cas pour quelques années. Alors, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de Genevois se sont exilés. Il y a une quantité, il y a plusieurs dizaines de milliers de Genevois qui habitent hors des frontières du canton. Un travailleur genevois sur 3 n'habite pas dans à Genève. Ouais. Et donc, il y a 100 000 traversées de la frontière cantonale par jour. Et on voit bien que ça n'est plus soutenable, parce qu'on sature, on bouge. Ça crée des nuisances. Et donc, il faut commencer à repenser, comment est-ce qu'on se retrouve et on se reconcentre sur Genève. Alors finalement, le point difficile de cette pensée, c'est que les personnes qui participent à ce développement choisissent aujourd'hui comment les gens vont vivre durant les prochaines décennies. Ah non, on a quand même évolué. L'urbaniste qui dresse des plans tout seul dans son bureau en disant voilà, je vais faire le bonheur de l'humanité, ça devient de plus en plus rare, fort heureusement. Non, maintenant, on doit discuter, on doit partager aussi le savoir de ceux qui sont déjà résidents sur les lieux. C'est les meilleurs connaisseurs de leur environnement. Ils nourrissent quand même les réflexions sur les modes d'habiter de manière dense. C'est le seul moyen, sinon tous ces habitants seront autant d'opposants. Donc nous avons à Genève déjà depuis quelques années modifié assez profondément ces pratiques. Et puis, on se trouve dans une situation particulière. Il y a plus de fortification qui donne les limites, mais la loi sur l'aménagement du territoire et la volonté d'ailleurs des Genevois depuis 1917, de préserver au maximum la zone non bâtie, la zone agricole, la zone naturelle, crée cette nouvelle frontière. On ne va pas
faire croître Genève par extension. Pratiquement, c'est terminé. Et donc, on doit faire comme... On va densifier là où c'est déjà bâti. Voilà, comme au Moyen-Âge. On a de nouvelles fortifications virtuelles. C'est celles qui disent on va préserver la zone non bâtie. Et donc là, on n'a pas tellement de solutions. Soit on construit en hauteur, donc on surélève, soit on fait de nouvelles constructions plus hautes. On pourra en parler juste avant la fin de l'émission également. Quelles sont les constructions hautes ou les nouvelles qui vont venir. Soit on densifie un tout petit peu là où il y a trop de terrain à bâtir. Alors, il y a beaucoup de possibilités dans la densification. Et ça stimule effectivement l'imagination. Il n'y a pas une recette miracle. Ça souvent l'erreur. On se dit, bon tiens, on va mettre des tours partout. Non, c'est inadéquat. Des tours de logement peuvent être tout à fait justifiées, mais à des endroits extrêmement précis. On en construit une en ce moment à côté de la halte Seva, parce que c'est le Seva qui est quand même la révolution du début du XXIe siècle. C'est les différents axes de trafic qui vont définir des points importants pour le logement. On peut construire des tours sans construire des parkings monstrueux pour ceux qui y habitent. Alors, cette tour dont vous voulez parler, elle est un peu spéciale. Hein. Elle me fait penser un peu à ces tours à Milan qui ont été végétalisées. Il y a des arbres, etc. Là aussi, c'est végétalisé ? Alors oui, mais je suis très sceptique sur les tours, les forêts verticales, comme on les appelle, pour une simple raison. C'est pour chaque mètre cube de terre destiné à laisser vivre cet arbre, il faut un mètre cube de béton armé. Et quand vous multipliez les mètres cubes, vous devez épaissir les fondations. Donc on dépense tellement de béton pour avoir sur l'image quelques arbres que ça me paraît pas extrêmement rationnel. Mais la tour... Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette tour de Chênebourg, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est low-tech. C'est qu'elle cherche à être extrêmement économe en dépenses énergétiques avec des vieilles recettes. Une vieille recette, c'est le jardin d'hiver. Le jardin d'hiver fait tout le pourtour de la tour, entre 2 et 3 mètres de largeur. Ce qui permet d'abord à l'habitant de régler lui-même son confort climatique, la vue, l'air, la chaleur. Et c'est pas un logiciel qui le fait à sa place, avec les stores qui descendent automatiquement quand on veut pas. Mais il peut régler et il dispose en plus d'un espace extérieur qu'il peut aménager. Et là, évidemment, il va mettre des plantes dans des pots, ou pas. Il peut mettre 1000 choses, on a déjà vu, parce que c'est pas la première fois que cet architecte construit une tour de ce genre. Il y a des gens qui mettent leur atelier, leur vélo, certains mettent un deuxième salon. Et vous m'avez dit qu'on peut réguler la température de l'appartement avec ce système naturel ? C'est un très vieux système, c'est l'effet de serre, on le connaît par ailleurs. Alors l'effet de serre, il permet d'utiliser passivement la chaleur du soleil, les rayons infrarouges, et permet d'amener un apport naturel qui coûte 0 francs. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je voulais tout de même dire un petit mot sur la votation du 10 février prochain, votation fédérale, avec les jeunes verts qui disent arrêtons le mitage de notre je vais m'en sortir, du territoire, exactement, le mitage du territoire, avec notamment les zones agricoles. Il faudrait, à chaque fois qu'on construit sur une zone agricole, rendre le pareil avec une zone à bâtir. Vous avez fait le tour de Suisse, vous connaissez l'architecture dans toutes les grandes villes et aux alentours. Quelle est votre pensée par rapport au mitage des zones agricoles ? Alors Genève, c'est vraiment le meilleur élève. C'est pas le bon élève, mais c'est le meilleur élève. Précisément parce qu'il y a pensé déjà depuis très longtemps. Ça fait plus d'un siècle qu'on se préoccupait de ces questions. Et donc c'est très favorable parce qu'on est dans une continuité. Quand certains cantons très agricoles ont créé des zones villas un peu partout sur le plateau, et il n'y a aucun canton particulier à stigmatiser, et ça a été vraiment une transformation générale. Les paysans qui voyaient qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent vendaient leurs terres. Les faire muter et les transformer, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas dans l'ADN d'une zone villa une capacité de croître et de se densifier par nature. Et donc, c'est une tâche très, très compliquée. Merci Francesco Della Casa d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions et puis surtout nous avoir informés sur le fait que la densification ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez repartir avec un petit cadeau du partenaire de l'émission M3. Je vous offre un Monopoly. Voilà, comme ça vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir rester
Voilà, je vous le donne dans l'immobilier et puis construire vos bâtiments et vos hôtels. Dès que vous serez riche, vous m'appelez. Ça risque pas d'arriver. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre sujet important pour Genève, non pas de la traversée de l'Arade, mais de l'aménagement de l'Arade. Certains la trouvent plutôt moche. Qu'en est-il ? Ça va peut-être changer dans quelques années, ou pas du tout. Nous le verrons avec notre prochaine invité dans les clés de l'immobilier. Merci Fabien. Dans un instant, je crois que c'est. On va parler gastronomie. Voilà, et puis l'info, le journal de midi. Bien, c'est l'heure. Merci Enzo Loboué. On vous retrouve donc jeudi prochain dès 11h30. Merci. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève.